Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Écoutez, Monsieur Thompson, j'ai déjà vendu tout ce que je pouvais. Il ne reste plus dans ma maison que de la poussière, des factures à payer et mon cochon, Baxter. Ne pouvez-vous pas me donner juste un peu plus de temps? Le directeur de la banque laissa échapper un profond soupir, le quatrième. Madame Harper. Vous avez déjà obtenu 3 prolongations, mais en ma défense, je n'en ai utilisé que 2 de manière responsable. La troisième, c'était parce que le toit de la cuisine m'est littéralement tombé sur la tête, et j'ai pensé que je méritais une petite pause émotionnelle. Monsieur Thompson ajusta ses lunettes avec cette patience qui laissait clairement entendre qu'il rêvait d'un bouton expulser le client sur son bureau. La règle est simple. Si la dette n'est pas remboursée dans les 30 jours, la propriété sera mise aux enchères. Amelia déglutit difficilement. 30 jours? 30 jours? En 30 jours, même un cactus ne fleurit pas. Vous attendez de moi que je fasse pousser de l'argent ici, au milieu du désert? Le directeur se racla la gorge, de plus en plus impatient. Elle inclina légèrement la tête, un peu plus audacieuse. Dites-moi, Monsieur Thompson, la banque n'a-t-elle pas un cœur? Pas même un petit morceau caché dans un coffre-fort à côté des lingots d'or? Ne plaisantez pas avec ça, Madame Harper, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Écoutez, je sais que la banque est une entreprise, pas une œuvre de charité. Mais vous avez un cœur, non? Cette maison, c'est tout ce qu'il me reste de George. Mais cela n'avait pas d'importance. Les documents devant elle étaient froids comme la pierre. Les signatures y étaient déjà, comme des blessures séchées, la date limite finale était écrite en gras. 30 jours. L'argent ou la maison, Madame Harper. Amelia se leva lentement, lissa sa jupe et le regarda droit dans les yeux. Eh bien, juste pour que vous le sachiez, Monsieur Thompson, quand je serai riche, et je le serai, même si je dois gagner au bingo des dames de l'église, je rachèterai cette banque, et la première chose que je ferai, ce sera de rénover ce hall parce qu'il est tout simplement affreux. Elle sortit comme si elle s'apprêtait à envahir la Normandie, ignorant les regards des autres clients et la voix du directeur qui l'appelait derrière elle. 30 jours, Madame Harper, pas un de plus. Dehors, Amelia croisa les bras, prit une profonde inspiration et murmura, « Bon, voyons voir. J'ai une maison qui tombe en ruine, une cuisinière qui ne fonctionne que si on la frappe avec une cuillère en bois, un cochon qui pense qu'il est un chien, et maintenant une échéance de 30 jours avant de me retrouver à dormir dans la rue. Magnifique. » Elle traversa rapidement la place du village, le cœur battant et la tête en ébullition. En passant devant le salon de coiffure, 2 hommes discutaient à voix basse, pas assez bas pour échapper aux oreilles affûtées d'Amelia. On dit que cet Apache-là, haut dans les collines cherche de l'aide. L'Erique. C'est Louis. Navajo Stormrider. On raconte qu'il embauche. Amelia s'arrêta net. Attendez, quoi? L'un des hommes, surpris par l'interruption, leva les yeux. Quoi? Vous avez dit Navajo Stormrider? Ouais, il agrandit son ranch. On dirait qu'il a besoin de travailleurs. Ces terres se développent plus vite que les mauvaises herbes sous la pluie, mais c'est un type bizarre. Plus silencieux qu'un cactus. Amelia plissa les yeux, curieuse. Est-ce qu'il embauche des femmes? Je ne sais pas. Est-ce qu'il prendrait quelqu'un de fauché avec un diplôme de lycée périmé et un talent indéniable pour faire des gâteaux de maïs? L'autre homme rit, un peu perplexe. Madame, à ce stade, il embaucherait probablement un corbeau pour s'occuper des chevaux. Amelia recula de 2 pas, les yeux fixés sur l'horizon où les collines commençaient à s'élever au bout de la route. Navajo Stormrider. Amelia fronça les sourcils. Elle avait déjà entendu ce nom. Un homme solitaire, peu bavard, mais avec beaucoup de zéros sur son compte en banque. Il possédait tant de terres qu'elles entouraient presque tout le comté. On disait qu'il était mystérieux, être même dangereux. Certains le qualifiaient d'Apache impitoyable. D'autres disaient qu'il était un héros de guerre revenu avec un cœur brisé et une fortune inexplicable. Tout ce qu'Amelia savait, c'était que s'il y avait du travail, elle en avait besoin. La tête haute, l'orgueil enfoui sous le désespoir, elle murmura pour elle-même avant de quitter la place. Peu importe. Ça n'a pas d'importance qui il est. S'il y a un travail, assez wise. Et si c'est ce Navajo, eh bien, il ferait mieux de se préparer, car cette veuve malchanceuse va se présenter à sa porte, et en talons si nécessaire. Et ainsi, elle se dirigea vers la propriété d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. La route menant au ranch de Navajo Stormrider semblait s'étendre à l'infini. Amelia marchait depuis plus d'1 heure sous le soleil brûlant de l'Arizona, le dos en feu et les pieds douloureux dans des chaussures qui avaient connu de meilleurs jours. Sa robe bleu marine, la plus décente qui restait dans sa garde-robe réduite, était couverte de poussière et collait à sa peau. D'accord, Amelia, murmura-t-elle en essuyant la sueur de son front avec le dos de la main. Tu as décidé d'aller chercher un travail chez un homme qui vit au bout du monde.
S'il s'avère être un tueur en série, au moins personne n'entendra tes cris. Quand elle aperçut enfin la propriété, Amelia s'arrêta et laissa échapper un sifflement discret. Le ranch de Navajo Stormreader n'était pas seulement grand. Il était impressionnant. Des clôtures bien entretenues s'étendaient à perte de vue. Des chevaux pur sang paissaient paisiblement. Et la maison principale était un bâtiment solide en bois et en pierre qui semblait tout droit sorti d'un magazine. « Eh bien, s'il me tue, au moins ce sera dans un bel endroit, » dit-elle en arrangeant ses cheveux et en prenant une profonde inspiration. Amelia descendit le chemin de terre jusqu'à la grille principale. Il n'y avait pas de sonnette, alors elle frappa des mains plusieurs fois, se sentant un peu ridicule. « Bonjour, il y a quelqu'un ? Je suis Amelia Harper, et je viens chercher un travail. Je promets que je ne vends pas d'encyclopédie ni ne représente une église. » Pendant quelques minutes, seul le vent répondit. Puis elle entendit des pas approcher, réguliers, lents, comme ceux de quelqu'un qui n'est jamais pressé. Quand Navajo Stormreader apparut, Amelia eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. L'homme était grand, avec des épaules larges qui remplissaient une chemise en coton blanc. Ses cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval basse, et ses yeux sombres l'étudièrent avec une intensité qui la fit se sentir comme un livre ouvert. Il ne dit pas un mot. Il se contenta de la regarder. Amelia se racla la gorge, essayant de se ressaisir. « Bonjour, vous devez être Monsieur Stormreader. Je suis Amelia Harper. J'ai entendu dire que vous embauchiez, et, eh bien, j'ai vraiment besoin d'un travail. » Navajo croisa les bras, toujours silencieux. Amelia commença à avoir l'impression d'être jugée par un juge très strict. « Écoutez, je sais que ça peut sembler étrange qu'une femme se présente comme ça, mais je suis une travailleuse acharnée. Je suis honnête, et je fais un gâteau de maïs qui pourrait ramener les morts à la vie. Pas littéralement, bien sûr. Ce serait effrayant. » Un coin de la bouche de Navajo se releva, à peine. « Entrez, » dit-il enfin, en ouvrant la grille. Amelia le suivit à travers la propriété, essayant de ne pas avoir l'air trop impressionné. L'endroit était géré comme une horloge suisse. Les écuries étaient impeccables, le bétail bien nourri, et il y avait même un jardin qui faisait ressembler son propre jardin à un cimetière de plantes. « Waouh, quel bel endroit !» dit-elle. « Je parie que vous n'avez pas de cafards qui refusent de mourir. » Navajo la conduisit jusqu'au porche de la maison principale et lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils à bascule. Il resta debout, appuyé contre un poteau en bois. « Pourquoi avez-vous besoin de travailler ?» demanda-t-elle, allant droit au but. Amelia soupira, décidant que l'honnêteté était sa meilleure option. « Mon mari est mort il y a 2 ans, et m'a laissé plus de dettes que de rêves. La banque veut saisir ma maison dans 30 jours, si je ne rembourse pas tout. J'ai vendu tout ce que je pouvais, essayé tout ce que je pouvais, et maintenant je suis ici à supplier pour une chance de nettoyer les écuries, cuisiner, faire la lessive, n'importe quoi. » Elle marqua une pause et esquissa un sourire en coin. « Je m'occuperai même des animaux en colère, je planterai dans une terre plus sèche que tout ce que Moïse a vu, où je parlerai aux chevaux solitaires. Je suis une excellente écouteuse, surtout quand je suis désespérée. » Navajo l'observa pendant un long moment. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Peut être de la sympathie, peut être de l'intérêt. « Avez-vous de la famille ? » ?»« Juste moi et mon entêtement. »« Oh, et un cochon qui pense qu'il est un chien, mais il ne m'aide pas avec les factures. »« Pas d'enfant ?» Amelia ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Cette question faisait toujours mal. « Non. George et moi, nous avons essayé, mais ça n'a jamais marché. Peut être que c'est mieux ainsi, vu le désastre financier qu'il a laissé derrière lui. » Navajo hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à chaque mot. Puis il s'avança devant elle, la regardant droit dans les yeux. « Vous avez dit que vous accepteriez n'importe quel travail. N'importe quel travail honnête qui n'implique pas de lutter contre des ours ? Et si je vous offrais quelque chose de mieux que nettoyer les écuries ?» Amelia fronça les sourcils, perplexe. « Mieux comment ? Parce que, honnêtement, à ce stade de ma vie, nettoyer les écuries ressemblerait à décrocher le jackpot. » Navajo prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à sauter d'une falaise. « Si vous avez besoin d'argent à ce point, j'ai une meilleure offre. »« Je vous écoute, » dit-elle, se penchant en avant, curieuse. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Navajo regarda vers l'horizon, puis ses propres mains, et enfin de nouveau vers elle. « Je vous donne la moitié de mes terres si vous me donnez un enfant. » Amelia cligna des yeux une fois, puis 2. Elle était sûre d'avoir mal entendu. « Pardon, pouvez-vous répéter ? Parce que j'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose de complètement fou. » « Vous avez bien entendu. » Amelia se leva si vite que le fauteuil à bascule derrière elle trembla violemment. Son visage passa par au moins 3 nuances de rouge avant qu'elle ne puisse articuler un mot. « Vous venez de proposer quoi exactement ? » « Un marché, » dit Navajo, avec le même ton calme que s'il proposait du sucre pour le café, « la moitié de mes terres en échange d'un héritier. » Amelia ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. « Vous êtes sérieux ? » « Tout à fait.
Elle se tourna, fit 2 pas vers la porte, s'arrêta, se retourna vers lui et pointa un doigt accusateur. « J'ai marché jusqu'ici sous un soleil brûlant, et c'est le genre de proposition insensée que vous me faites? Ce n'est pas insensé, c'est pratique. » « Pratique? Vous pensez que je suis quoi, un utérus ambulant avec des jambes ?» Navajo ne broncha pas face à son éclat. En fait, il semblait s'attendre exactement à cette réaction. « Vous avez besoin d'argent. J'ai besoin d'un héritier. C'est une solution qui nous profite à tous les deux. » Amelia rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était le genre de rire que l'on pousse quand on pense perdre la tête. Oh, merveilleux. Tellement romantique. Quelle offre charmante. Vous devez être très populaire auprès des dames en ville. Je ne vais pas souvent en ville. Je peux imaginer pourquoi, répondit-elle sarcastiquement. Avec ses compétences sociales, vous devez être le roi des bals locaux. Navajo croisa de nouveau les bras, semblant légèrement amusé par son indignation. C'est une offre généreuse. Généreuse? Amelia posa les mains sur ses hanches. Savez-vous seulement combien vaut la moitié de ces terres? Je le sais. C'est pourquoi je l'offre. Et vous pensez que moi que n'importe quelle femme accepterait quelque chose comme ça? Vous le feriez? La question la prit au dépourvu. Amelia ouvrit la bouche pour donner une réponse indignée, mais rien ne sortit, car au fond, une petite partie traîtresse de son esprit faisait le calcul. La moitié de ces terres valait plus qu'elle n'avait jamais rêvé de posséder dans toute sa vie. Bégaya-t-elle. Réfléchissez-y, dit Navajo, se dirigeant vers la porte. Vous avez une semaine pour décider. Une semaine? Cria-t-il presque. Vous me faites cette offre insensée et vous me donnez une semaine pour décider? C'est assez de temps. Assez de temps pour perdre complètement la tête, peut-être. Navajo s'arrêta à la porte et se tourna vers elle une dernière fois. La grille sera ouverte si vous décidez de revenir. Puis il entra, laissant Amelia seule sur le porche, le cœur battant, l'esprit en ébullition, avec la certitude absolue que sa vie venait de devenir encore plus compliquée qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La marche du retour chez elle sembla encore plus longue que l'aller. Amelia avançait lentement, les pieds douloureux, ses pensées tournoyant comme une toupie hors de contrôle. À chaque pas, les mots de Navajo résonnaient dans son esprit. « Je vous donne la moitié de mes terres si vous me donnez un enfant. Cet homme est fou, murmura-t-elle, donnant un coup de pied à une pierre au milieu du chemin. Qui dit des choses pareilles? On dirait qu'il est sorti tout droit d'un de ces romans d'amour bon marché que les dames de l'église lisent en secret. » Elle s'arrêta au milieu du chemin et leva les yeux vers le ciel, comme si elle attendait une réponse divine tombant du bleu infini de l'Arizona. « Seigneur, je sais que la vie a ses petites plaisanteries cruelles, mais, là, ça devient hors de contrôle. D'abord, George meurt et me laisse plus de dettes qu'un politicien en année électorale. Maintenant, un Apache riche apparaît, m'offrant la moitié d'un royaume en échange de... » Elle secoua la tête, incapable de finir la phrase à voix haute. Ça doit être une sorte de test cosmique. Ou peut-être que je me suis cogné la tête et que je suis en train d'halluciner. Quand elle atteignit enfin sa propriété, Amelia s'arrêta à la grille et laissa échapper un long soupir. La maison semblait encore plus délabrée après avoir vu le ranch parfait de Navajo. La peinture écaillée, les tuiles du toit manquantes, la clôture qui ressemblait à un sourire tordu. « Douce maison, dit-elle sèchement à elle-même, où le glamour est optionnel et la pauvreté garantie. » Mais en s'approchant de la porte d'entrée, elle se figea. Un homme en costume sombre se tenait là, tenant une mallette en cuir et consultant une montre de poche avec l'impatience de quelqu'un qui avait des endroits plus importants où aller. « Madame Harper ?» demanda-t-il, levant les yeux alors qu'elle approchait. « C'est moi, » répondit Amelia, sentant déjà un mauvais pressentiment au creux de son estomac. « Et vous êtes ? » Henry Sullivan, employé de banque. J'ai besoin de discuter avec vous de votre propriété. Amelia sentit son sang se glacer dans ses veines. Un employé de banque ne se présentait jamais à votre porte pour apporter de bonnes nouvelles. Monsieur Thompson m'a envoyé un cadeau? Demanda-t-elle, essayant de garder un ton léger, bien que sa voix tremblât légèrement. Parce que si c'est un panier de fruits, je peux vous dire tout de suite que je l'accepte. Sullivan ne sourit pas. Il ouvrit sa mallette et en sortit des documents. Je crains de devoir vous informer que le délai pour régler votre dette a changé. La situation est devenue plus urgente. Plus urgente? Comment? Amelia déglutit difficilement, car 30 jours, c'était déjà juste. Si vous voulez moins que ça, il faudra inventer de nouveaux jours dans la semaine. Le délai a été réduit à 2 semaines, Madame Harper. Les jambes d'Amelia faillirent se dérober. Elle s'appuya contre le cadre de la porte, sentant le monde commencer à tourner plus vite. Pardon? 2 semaines? 14 jours, à partir d'aujourd'hui? Mais c'est impossible. Monsieur Thompson m'a dit 30 jours ce matin. Sullivan ajusta ses lunettes avec l'efficacité froide de quelqu'un habitué à gâcher les journées des gens. Il y a eu une réévaluation de votre risque de défaut. Votre situation a été classée comme critique. La banque ne peut plus attendre. Amelia rit, mais c'était un rire au bord de l'hystérie. Critique?
Je ne savais pas que la pauvreté venait avec des classifications médicales. Quelle est la prochaine étape? Terminale? Madame Harper, je comprends que ce soit difficile, mais difficile, coupa-t-elle, haussant la voix. Monsieur Sullivan, difficile, c'est ouvrir un bocal de cornichons sans se casser un ongle. Impossible, c'est trouver 15 000 $ en 2 semaines quand j'ai à peine 1500 en poche. C'est en réalité 15 300 $, corrigea-t-il, vérifiant les documents. Oh, merci pour la précision, dit Amelia en frappant des mains avec sarcasme. Maintenant, je sais exactement combien d'argent je n'ai pas. Sullivan soupira et lui tendit les documents. Ce sont les documents officiels. La vente aux enchères aura lieu dans 2 semaines à 10 h du matin sur la place du village. Amelia regarda les papiers comme s'ils étaient des serpents venimeux. Et si je ne trouve pas l'argent? La propriété sera vendue pour couvrir la dette. Tout solde, restant vous sera restitué. Bien sûr, répéta T.L. amèrement. Parce que tout le monde sait que les maisons délabrées se vendent à prix d'or. Sullivan referma sa mallette et ajusta son chapeau. Je suis désolé, Madame Harper. C'est juste une question d'affaires. Juste une question d'affaires, murmura-t-elle alors qu'il s'éloignait. Pour vous, c'est juste une question d'affaires. Pour moi, c'est toute ma vie. Une fois qu'il eut disparu au bout du chemin, Amelia entra dans sa maison et s'effondra sur une chaise dans la cuisine. Elle posa la tête dans ses mains et essaya de penser clairement, mais son esprit était comme un ouragan. 2 semaines, 14 jours, 336 heures pour trouver plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. D'accord, Amelia, dit-elle à elle-même, essayant de rester concentrée, faisons une liste d'options. Elle attrapa un crayon et un vieux morceau de papier et commença à écrire. Option 1. Braquer une banque. Elle s'arrêta, puis raya cette option. Trop risqué, et je n'ai pas de cheval pour m'échapper. Option 2. Gagner à la loterie. Une autre ligne barrée. Il faudrait d'abord acheter un ticket, et je n'ai même pas l'argent pour ça. Option 3. Trouver un trésor enfoui dans le jardin. Rayé aussi. S'il y avait un trésor là, derrière, les cafards l'auraient déjà trouvé. Option 4. Épouser un homme riche qui apparaîtrait comme par magie à ma porte. Elle s'arrêta d'écrire et fixa le papier. Ce n'était pas exactement un homme riche qui était apparu comme par magie à sa porte. Mais non, Amelia, dit-elle à voix haute. N'y pense même pas. L'offre de Navajo est absurde, indécente, impossible, et être était-ce sa seule chance. Elle se leva et commença à faire les 100 pas dans la petite cuisine, parlant comme si elle plaidait sa cause devant un jury invisible. Examinons les faits, mesdames et messieurs du jury. Fait numéro 1, j'ai besoin de 15 000 $ dans 2 semaines. Fait numéro 2. Je n'ai même pas 15 $. Fait numéro 3. Navajo Storm Reader offre bien plus que 15 000 $. Elle s'arrêta et regarda le miroir embué accroché au mur. Mais ce qu'il demande en retour, c'est. Elle ne pouvait même pas prononcer le mot à voix haute. C'est un arrangement commercial, dit-elle enfin, essayant de se convaincre. Comme vendre un gâteau ou faire la lessive, juste plus compliqué. Elle recommença à faire les 100 pas. Et ce n'est pas comme si j'étais une jeune fille innocente. J'ai été mariée. Je sais comment ces choses fonctionnent. Et il a dit qu'il me donnerait la moitié de ses terres. La moitié? C'est une fortune. Elle s'arrêta de nouveau et se regarda dans le miroir. Mais quel genre de femme cela fait-il de moi? Que penseraient les gens? Que dirait le pasteur? Que dirait ma mère si elle était en vie? Un coup à la porte la tira de ses pensées. Elle ouvrit, s'attendant à moitié à un autre employé de banque avec de mauvaises nouvelles. Mais c'était seulement Madame Larson, sa voisine la plus proche, tenant une tarte aux pommes. « Bonjour, ma chère », dit la femme plus âgée avec un sourire chaleureux. « J'ai fait trop de tartes et j'ai pensé partager. »« Madame Larson, vous êtes un ange », répondit Amelia, acceptant la tarte. « Juste quand j'avais besoin de quelque chose de sucré pour adoucir une journée très amère. Encore des problèmes avec la banque? Pire, j'ai maintenant 2 semaines au lieu d'1 mois. » Madame Larson secoua la tête avec sympathie. « Ces banquiers n'ont pas de cœur, mais vous trouverez une solution, ma chère. Vous trouvez toujours. » Après le départ de sa voisine, Amelia resta à la porte, tenant la tarte, regardant vers l'horizon où les collines s'estompaient au loin. Les 3 jours suivants furent les plus longs de la vie d'Amelia. Elle se réveillait en pensant à l'offre de Navajo, déjeunait avec ces mots qui tournaient dans sa tête et se couchait avec cette proposition résonnant comme une cloche stridente. Le matin du 2e jour, elle décida de chercher le père Daniels à l'église. S'il y avait quelqu'un qui pouvait lui donner un avis clair sur cette situation impossible, c'était lui. « Père, dit-elle, le trouvant en train d'arranger les fleurs de l'autel, j'ai besoin de conseils spirituels. »« Bien sûr, mon enfant, de quoi s'agit-il » Amelia hésita. Comment pouvait-elle expliquer cela sans avoir l'air complètement folle? Disons, hypothétiquement, que quelqu'un a reçu une proposition commerciale qui résoudrait tous ses problèmes financiers, mais cela impliquait des engagements personnels. Le prêtre fronça les sourcils. Quel genre d'engagement personnel?
Eh bien, le genre qui se passe généralement entre un mari et une femme, mais pas exactement un mariage traditionnel. Le père Daniels faillit renverser le vase de fleurs. Amelia Harper, à quoi pensez-vous? Au désespoir, surtout, répondit-elle avec une honnêteté brute. La banque va saisir ma maison dans moins de 2 semaines. Père, j'ai tout essayé. Pas tout? Avez-vous essayé de demander de l'aide à la congrégation? Je l'ai fait hier. J'ai proposé de nettoyer pour les dames de l'église pendant un an entier en échange d'un prêt. Madame Jenkins a dit qu'elle avait déjà une bonne. Madame Wallace a dit qu'elle prierait pour moi. Et Madame Bennett a suggéré que je vende mon cochon, car au moins, j'en tirerai quelque chose d'utile. Le prêtre soupira. Et le piano de votre mère? C'est une belle pièce. J'ai essayé de le vendre hier. Monsieur Peterson, au magasin de musique, a dit que les pianos automatiques sont démodés et prennent trop de place. Il m'a offert 20 $ pour ça. 20 $. C'est mieux que rien. Père, j'ai besoin de 15 000 $. 20 $ ne couvriront même pas l'essence pour transporter le piano en ville. Le prêtre s'assit sur le premier banc et lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. Mon enfant, parfois Dieu nous met dans des situations difficiles pour tester notre foi. Eh bien, alors il doit penser que je suis beaucoup plus forte que je ne le suis vraiment, répondit Amelia, car ce test commence à ressembler à une torture médiévale. Le 3e jour, Amelia décida de faire une dernière tentative. Elle mit sa plus belle robe, brossa soigneusement ses cheveux et se rendit à la banque pour parler une dernière fois à Monsieur Thompson. Monsieur Thompson, dit-elle, s'asseyant en face de lui avec toute la dignité qu'elle pouvait rassembler, je viens vous faire une offre. Madame Harper, nous en avons déjà discuté. Le délai. Je connais le délai, mais écoutez d'abord ma proposition. Et si je travaillais gratuitement pour la banque pendant 5 ans? Nettoyage, organisation, préparation du café, tout ce dont vous avez besoin. En échange, vous restructurez ma dette. Monsieur Thompson ne leva même pas les yeux de ses papiers. Impossible. La banque n'est pas une œuvre de charité. Alors, 10 ans? Madame Harper, je vous en prie. Nous avons des procédures à suivre. Amelia se pencha sur le bureau. Monsieur Thompson, avez-vous des enfants? Oui. Alors imaginez l'un d'eux dans ma situation. Que feriez-vous? Pour la première fois, Thompson la regarda droit dans les yeux. Je trouverai l'argent. Et si vous ne pouviez pas? Il y a toujours un moyen, Madame Harper. Il y a toujours un moyen. En quittant la banque, Amelia heurta littéralement Navajo dans la rue principale. Elle regardait le sol, perdue dans ses pensées, quand elle se cogna contre sa large poitrine. Désolé, je n'ai pas vu, commença-t-elle, puis s'arrêta en le reconnaissant. Oh, c'est vous. C'est moi, dit Navajo, la stabilisant par les épaules. Où en est la décision? Quelle décision? Demanda-t-elle, feignant de ne pas comprendre. Vous savez exactement quelle décision. Amelia croisa les bras et le regarda droit dans les yeux. Eh bien, puisque vous posez la question, j'ai passé les 3 derniers jours à essayer toutes les alternatives possibles pour ne pas avoir à envisager votre offre insensée. Et comment ça s'est passé? Un énorme succès, dit-elle avec sarcasme. Le prêtre m'a dit d'avoir la foi. Les dames de l'église m'ont offert des prières au lieu d'argent. Et Monsieur Thompson m'a dit qu'il y a toujours un moyen sans me donner le moindre indice sur ce que ce moyen pourrait être. Navajo esquissa presque un sourire. Donc, vous êtes ici de votre propre chef. Je suis ici parce que j'ai trébuché, littéralement. Et maintenant, je suis coincé dans une conversation avec un homme qui fait des propositions indécentes à des femmes désespérées. Ce n'était pas indécent. C'était pratique. Oh, bien sûr. Mais excuses. Une proposition parfaitement civilisée et moderne. Je parie que c'est la dernière mode chez les riches ces jours-ci, collectionner les enfants comme des timbres. Navajo l'observa un moment, et Amelia eut l'impression qu'il essayait de ne pas rire. Vous ne baissez pas la tête même quand vous perdez, et vous ne reculez pas même quand on se moque de vous. Alors, nous nous ressemblons. Nous sommes complètement opposés, corrigea-t-elle. Vous avez de l'argent, j'ai des dettes. Vous avez des terres, j'ai des fuites. Vous faites des offres impossibles. Je dois accepter des offres impossibles. Vous n'avez rien à accepter. Non, Amelia laissa échapper un rire amer. Alors, dites-moi, Monsieur Stormreader, où une veuve fauchée va-t-elle trouver 15 000 $ en 10 jours? Je ne sais pas. Exactement. Moi non plus. Navajo se tut un moment, observant la circulation dans la rue. Pourquoi ne pas simplement dire oui? Parce que j'ai encore un peu de fierté, et parce que votre offre est insensée, mais vous y réfléchissez. Je réfléchis aussi à sauter d'un pont, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire. Cette fois, Navajo sourit vraiment un petit sourire, mais sincère. Le pont est de l'autre côté de la ville. Merci pour la leçon de géographie, répondit-elle, mais elle souriait presque aussi. Ils se séparèrent là, chacun partant dans une direction différente, mais quelque chose avait changé entre eux. L'hostilité avait cédé la place à une sorte de respect mutuel, comme deux adversaires qui auraient reconnu la force de l'autre. 2 jours plus tard,
Amelia était de retour au ranch de Navajo. Cette fois, elle n'avait pas fait d'effort vestimentaire. Elle était couverte de poussière du chemin, les cheveux en désordre, les yeux gonflés d'avoir trop pensé et pleuré, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une sorte de détermination farouche qui n'était pas là auparavant. Navajo la vit arriver depuis le porche et descendit les marches pour la rencontrer à mi-chemin. « Vous êtes revenu » dit-il sans surprise. « Oui » confirma-t-elle, s'arrêtant à quelques pas. « Mais je ne dis pas oui tout de suite. Je veux entendre vos conditions, toutes, et je veux savoir la vraie raison derrière cette offre insensée. » Navajo hocha lentement la tête. « Entres, parlons. » Elle s'assit dans le fauteuil qu'il lui offrit, croisa les mains sur ses genoux, et le regarda droit dans les yeux. « D'accord, monsieur Stormrider. Je veux la vérité maintenant. Pourquoi un homme comme vous doit-il faire une telle offre juste pour avoir un enfant ?» Navajo se servit un verre d'eau, et lui en proposa un. Elle refusa d'un geste. « C'est une longue histoire. J'ai le temps. En fait, je n'ai que du temps, vu que dans une semaine, je vivrai probablement sous un pont. » Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle et resta silencieux un moment, comme s'il décidait par où commencer. « Mon père était apache. Ma mère était la fille de colon. J'ai grandi entre deux mondes et je n'ai jamais vraiment appartenu à l'un ou à l'autre. Ça explique la personnalité ensoleillée, commenta Amelia sèchement. Navarro ignora les sarcasmes et continua. Quand j'ai gagné de l'argent avec le bétail et les mines, j'ai acheté ces terres légalement, documentées, payées avec mon propre argent. Mais il y a des groupes qui contestent mon droit de propriété parce que je suis apache. Ils prétendent que la terre devrait appartenir à de vrais Américains. » Il fit des guillemets avec ses doigts. Simon Decker est le chef de ce groupe. Il essaie de me chasser depuis des années par tous les moyens possibles. Amelia fronça les sourcils. Et comment un enfant règle-t-il cela? Un héritier légal, né sur le sol américain d'une mère américaine, rend la propriété indiscutable. C'est un bouclier légal que même Decker ne peut pas contourner. Je vois, dit-elle, assimilant l'information. Donc, je serai comme une police d'assurance ambulante. Ce n'est pas ainsi que je le vois. Non? Alors comment le voyez-vous? Navajo la regarda droit dans les yeux. Comme un partenariat. Vous avez besoin de sécurité financière. J'ai besoin d'un héritier. Nous obtenons tous les deux quelque chose de cet arrangement. Amelia se pencha avant. D'accord, voyons vos conditions. Et je veux que tout soit clair dès le départ. Je ne veux pas découvrir quelque chose de moche plus tard. Première condition, dit Navajo, son ton plus formel maintenant. L'enfant sera mon héritier légal avec tous les droits sur la propriété. D'accord. Deuxièmement, vous aurez une liberté totale pour aller et venir, mais vous devrez vivre ici. C'est la résidence légale. Amelia réfléchit. Définissez la liberté totale. Vous pouvez aller en ville, recevoir des invités, faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez simplement pas établir de résidence ailleurs pendant que l'accord est en vigueur. Et combien de temps l'accord est-il en vigueur? Jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. 18 ans? Amelia se leva. Vous attendez de moi que je passe les 18 prochaines années de ma vie coincée ici? Pas coincé? C'est différent. Peut être pour vous. Quelle est la troisième condition? Navajo hésita un moment. Le mariage sera réel. Officiel, avec des papiers signés et enregistrés. Amelia se rassit lentement. Un vrai mariage? Oui, avec toutes les implications que cela comporte. Oui. Elle resta silencieuse un long moment, regardant ses mains. D'accord. Maintenant, mes conditions. Navajo hocha la tête. Premièrement, je veux être toujours traité avec respect. Si vous me maltraitez devant le personnel, les gens en ville, ou qui que ce soit, l'accord prend fin immédiatement. D'accord. Deuxièmement, je veux avoir mon mot à dire dans les décisions concernant la propriété et l'enfant. Je ne suis pas une servante. Je suis une partenaire. D'accord. Troisièmement, je ne serai jamais traité comme votre possession. J'ai le droit d'avoir mes propres opinions, d'exprimer ce que je ressens, et de ne pas être d'accord avec vous quand je pense que c'est nécessaire. D'accord. Et quatrièmement, elle le regarda droit dans les yeux. Si à un moment donné vous décidez de vouloir une deuxième femme ou une maîtresse ou quoi que ce soit de ce genre, vous me le dites d'abord pour que je puisse partir avec dignité. Navajo fronça les sourcils. Pourquoi voudrais-je cela? Les hommes riches finissent toujours par vouloir cela tôt ou tard. C'est juste une précaution. Je ne voudrais pas cela. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que je ne suis pas ce genre d'homme. Amelia l'étudia un moment, essayant de voir s'il était sincère. D'accord, ce sont mes conditions. Navajo se leva et se dirigea vers un bureau dans un coin de la pièce. Il en sortit des papiers et un stylo. Je vais rédiger l'accord maintenant. Tout par écrit, signé et attesté. Pendant qu'il écrivait, Amelia fit le tour de la pièce, regardant les objets. Il y avait quelques livres sur les étagères, tous en anglais, certains sur l'agriculture et l'élevage, d'autres sur le droit des affaires. Une ou deux photos encadrées montraient des paysages de l'Arizona. Pas des photos de famille. Nota telle. Je n'ai pas de famille.
Tout le monde a une famille. La mienne est partie. » Son ton indiquait clairement qu'elle ne devait pas en demander plus. 20 minutes plus tard, Navajo finit d'écrire et lui tendit les papiers. Amelia lut tout 2 fois, vérifiant chaque clause avec soin. « Ça semble juste, » dit-elle enfin. « Donc, nous avons un accord. » Amelia prit une profonde inspiration. C'était le moment, la décision finale. Elle pouvait se lever et partir, accepter la pauvreté et la perte de sa maison comme le destin qu'on lui avait imposé, ou elle pouvait signer ses papiers et se lancer dans l'aventure la plus folle de sa vie. « Nous avons un accord, » dit-elle, prenant le stylo. Elle signa son nom d'une écriture ferme, sans hésitation. Navajo fit de même. Quand ils eurent fini, il rangea une copie dans le bureau et lui tendit l'autre. « Voilà. Nos partenaires commerciaux et futurs époux, » ajouta TL, essayant de sembler désinvolte. « Et futurs époux, » répéta-t-il. Pendant un moment, ils se regardèrent en silence. Il y avait quelque chose dans les yeux de Navajo qu'Amelia ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Ce n'était pas du triomphe ni du soulagement. C'était quelque chose de plus profond, plus complexe. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, des coups urgents à la porte brisèrent le moment. Navajo fronça les sourcils et alla ouvrir. C'était Caleb, l'un des ouvriers du ranch, le visage rouge d'avoir couru. « Patron, il faut que je vous parle. C'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a ?» Caleb jeta un coup d'œil à Amelia, hésitant. « Vous pouvez parler ?» dit Navajo. « Elle fait partie de la famille maintenant. C'est à propos de Madame Harper, en fait. Je viens de rentrer de la ville et j'ai appris que la banque a vendu sa dette. » Amelia sentit le sang se retirer de son visage. « Vendu à qui ?»« À Simon Decker. Madame, il détient votre dette maintenant. » Le silence qui suivit était si lourd qu'il semblait tangible. Les jambes d'Amelia cédèrent, et elle s'appuya sur la table. « Decker ?» murmura Navajo, ses yeux s'assombrissant. « Ça veut dire quelque chose ?» demanda Amelia, bien que son ton lui indiquât déjà que cela signifiait beaucoup. « Ça veut dire que notre accord vient de devenir beaucoup plus dangereux que je ne le pensais. » Amelia le fixa. Effrayée. Cette nuit-là, Amelia se réveilla en plein milieu de la nuit à cause d'une odeur étrange dans l'air. Encore à moitié endormie dans la chambre d'amis que Navajo lui avait préparée, il lui fallut quelques secondes pour reconnaître, de la fumée. Elle sauta du lit et courut à la fenêtre. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. La grange principale était engloutie par des flammes oranges, s'élevant dans le ciel comme des doigts désespérés essayant de griffer les étoiles. « Navajo !» cria-t-elle, courant hors de la pièce en chemise de nuit, pieds nus. « Au feu !» La grange est en feu. Elle trébucha dans les escaliers, ouvrit la porte d'entrée à la volée et courut vers l'incendie. Navajo était déjà là, avec Caleb et 2 autres ouvriers, formant une chaîne de sauts désespérés. « Retournez dans la maison !» cria Navajo en la voyant arriver. « C'est dangereux. Et les animaux ?» cria-t-elle en retour, pointant la grange. « Il y a des chevaux là, dedans. Nous en avons déjà libéré la plupart. » Mais Amelia pouvait encore entendre les hennissements désespérés venant de l'intérieur de la structure en feu. Sans réfléchir, elle attrapa un chiffon, le trempa à la pompe à eau la plus proche et l'enroula autour de son visage. « Amelia, non !» Navajo lâcha les seaux et courut après elle, mais elle avait déjà disparu par la porte latérale de la grange. À l'intérieur, la chaleur était insupportable. La fumée épaisse lui brûlait les yeux et rendait la respiration difficile. Amelia suivit le bruit des animaux paniqués. Elle trouva 2 chevaux coincés à l'arrière, enfermés dans leur stall, fous de peur. « Du calme, mes chéris, » dit-elle, toussant, essayant de garder une voix calme en ouvrant la première stalle. « Tati Amelia va vous sortir de là. » Le premier cheval, un alezan nerveux, se cabra lorsqu'elle ouvrit la porte. Amelia se jeta sur le côté, évitant les sabots de justesse. « Je sais que tu as peur, mon chou, mais si tu m'écrases, on finira tous les 2 grillés. » Elle réussit à guider le cheval vers la sortie. Le deuxième cheval, une jument noire, était plus calme et visiblement effrayée. Amelia lui donna une petite tape sur l'encolure. « Allez, ma fille. Il est temps de sortir de ce four. » Quand elle sortit enfin de la grange avec la jument, Navajo l'attrapa par les épaules, son visage mêlant soulagement et fureur. « Vous êtes complètement folle. Vous auriez pu mourir. »« Mais je ne suis pas morte, » dit-elle, toussant et essuyant ses yeux larmoyants. « Et les chevaux non plus. Tout le monde gagne. »« Gagne ?» Navajo la regarda comme si elle avait perdu la tête. « Vous êtes couverte de suie, éraflée, et vous sentez la cheminée. » Amelia baissa les yeux et vit qu'il avait raison. Ses mains étaient noires de fumée, sa chemise de nuit était déchirée par endroits, et une coupure sur son bras gauche saignait. « Eh bien, au moins, je suis assortie au décor maintenant, » dit-elle, pointant la grange encore fumante. Le chic de survivante d'incendie est à la mode cette saison. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Navajo rit un rire franc et sonore qui résonna à travers le ranch. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Amelia, perplexe mais souriante aussi. « Vous, dit-il, secouant la tête.
Vous venez de risquer votre vie pour 2 chevaux qui ne sont même pas à vous. Vous ressemblez à quelqu'un qui sort d'une cheminée, et vous faites des blagues. C'est ma façon de gérer, expliqua-t-elle, essuyant encore plus de suie de son visage. Quand la vie devient trop sérieuse, je me transforme en comédienne. C'est ça ou une crise de nerfs. Et les crises de nerfs sont bien moins amusantes. Pendant les 2 heures suivantes, ils travaillèrent ensemble pour éteindre complètement le feu et évaluer les dégâts. La grange était perdue, mais les animaux étaient sains et saufs, et le feu ne s'était pas propagé aux autres bâtiments. Alors que le soleil commençait à se lever, Navajo et Caleb fouillèrent dans les débris encore fumants. C'est alors que Caleb trouva quelque chose. « Patron, venez voir ça. » Navajo s'approcha, et Caleb désigna une bouteille en verre partiellement fondue parmi le bois carbonisé. Même avec tout le feu, ça sent encore le kérosène. « Quelqu'un a fait ça, » dit Navajo, sa voix tendue par une colère contenue. « Qui ferait ça ?» demanda Amelia, s'approchant après s'être lavé et changé. « Ce n'est pas difficile à deviner, » répondit Navajo, regardant vers les collines. « Quelqu'un qui veut me voir échouer. Ce Decker, probablement, ou quelqu'un qui travaille pour lui, » dit Amelia, croisant les bras, sentant encore l'odeur de la fumée dans ses cheveux. « Eh bien, il a obtenu ce qu'il voulait. La grange est foutue. Nous reconstruirons, » dit Navajo fermement. Amelia regarda les 2 hommes et eut soudain une idée. « Et si on ne reconstruisait pas pareil? Et si on construisait quelque chose de mieux ?» Navajo la regarda, curieux. « Mieux comment? Plus grand, plus sûr, avec un système anti-incendie. Si nous avons des ennemis qui essaient de brûler nos affaires, il vaut mieux être prêt. »« Nos affaires ?» répéta Navajo. « Eh bien, techniquement, je suis une partenaire dans cette entreprise maintenant, non? Et s'il y a une chose que j'ai apprise en étant pauvre, c'est que parfois, il faut reconstruire mieux qu'avant, juste par pur entêtement. » Navajo l'étudia un moment, et Amelia vit cette même expression indéchiffrable traverser son visage. « Avez-vous une idée de comment faire ça? » Quelques-unes. Rien de sophistiqué, mais pratique. George m'a peu, être laissé des dettes, mais il m'a aussi appris quelques trucs sur la construction. Ils discutaient des options de reconstruction quand Caleb revint en courant de la maison principale. « Patron, il y a une lettre sur la porte d'entrée. Quelqu'un a dû la laisser pendant l'incendie. Navajo prit l'envelope. » Pas d'expéditeur, pas de timbre, juste, à la veuve, écrit d'une écriture inégale. « C'est pour moi, » dit Amelia, tendant la main. Elle ouvrit l'enveloppe et lut le court message en silence. Son visage devint progressivement pâle. « Qu'est-ce que ça dit? » demanda Navajo. Amelia lui tendit le papier. Le message était simple et direct, quitter sa vie ou mourir. Navajo froissa le papier dans sa main, ses jointures blanchissant. Ça va trop loin. C'était un avertissement, dit Amelia, essayant de garder une voix calme, bien que son cœur battait à tout rompre. La question est, de qui? Peu importe de qui. Ce qui compte, c'est que maintenant vous êtes sans danger à cause de moi. Amelia regarda les restes de la grange, puis la lettre froissée dans la main de Navajo, et enfin l'homme qui était devenu son mari sur le papier. Vous savez quoi, Navajo, dit-elle, surprise par la fermeté de sa voix. Je suis déjà sur le point de perdre ma maison, ma sécurité financière, et j'ai failli me transformer en barbecue en essayant de sauver vos chevaux. Si quelqu'un pense qu'une petite note anonyme va me faire peur maintenant, il se trompe lourdement. Navajo la regarda longuement, et pour la première fois depuis leur rencontre, Amelia vit quelque chose comme de l'admiration dans ses yeux. Le lendemain matin de l'incendie, Navajo entra dans la cuisine avec un air déterminé, un regard qu'Amelia commençait déjà à reconnaître comme annonciateur de problèmes. « Vous devez partir », dit-il sans détour alors qu'elle préparait du café. Amelia se figea au milieu de son geste et le regarda comme s'il venait de suggérer qu'elle s'envole vers la lune. Partir et aller où, exactement? N'importe où. Chez un parent? Une autre ville. Juste loin ditch. Oh, bien sûr, dit-elle, remuant le café délibérément. Parce que j'ai tellement de parents qui se battent pour m'accueillir et des gens qui font la queue pour m'offrir du travail dans d'autres villes. Amelia, je suis sérieux. Après cette lettre hier Navajo, elle se tourna pour lui faire face, les mains sur les hanches. Je suis déjà jusqu'au cou dans ce pétrin. Je ne vais pas fuir maintenant comme un lapin effrayé. Ce n'est pas fuir. C'est se protéger. Non, c'est fuir. Et je n'ai jamais fui devant quoi que ce soit dans ma vie. Je ne vais pas commencer maintenant. Navajo soupira et passa une main dans ses cheveux. Vous ne comprenez pas le danger. Je comprends parfaitement, interrompit-elle. Quelqu'un a brûlé votre grange, m'a envoyé une menace de mort, et a probablement d'autres mauvaises surprises en réserve. Mais je comprends aussi que je reste et que je vous aide, parce que c'est ce que font les partenaires. Partenaires? Vous l'avez dit vous-même. Nous sommes partenaires commerciaux maintenant, et les partenaires n'abandonnent pas le navire quand les choses se corsent. Navajo l'observa longuement. Pourquoi faites-vous cela? Parce que, dit-elle en versant le café dans 2 tasses, pour la première fois depuis longtemps,
j'ai l'impression de pouvoir réellement faire une différence dans quelque chose, et honnêtement, j'ai déjà tout perdu. Je n'ai plus rien à perdre. Vous avez votre vie. Oui, et j'ai l'intention de l'utiliser. Eh bien, Navajo prit la tasse qu'elle lui offrait et en but une gorgée, pensif. Si vous restez, vous devez apprendre à vous défendre. Soupa. Que suggérez-vous? Des cours de lutte? Parce que j'ai déjà combattu des poulets têtus. J'ai de l'expérience. Je vais vous apprendre à tirer, et à mieux monter à cheval. Et quelques bases de pistage. Amelia haussa les sourcils. Du pistage? Je vais devenir éclaireuse maintenant? Vous allez devenir quelqu'un qui sait quand il est suivi. Après le petit déjeuner, Amelia annonça qu'elle devait retourner chez elle pour récupérer des vêtements et des objets personnels. Et mon cochon, ajouta-t-elle. Votre quoi? Mon cochon de compagnie, Baxter. Il pense qu'il est un chien, mais je n'ai pas réussi à le convaincre du contraire. Navajo la regarda comme si elle parlait une langue étrangère. Vous avez un cochon qui pense qu'il est un chien. Oui, et non, avant que vous ne demandiez, il n'aboie pas, mais il grogne sur les étrangers et renifle tout. Très protecteur. Pour la première fois depuis l'incendie, Navajo sourit. Binsua. Allons chercher votre cochon-chien. Le voyage jusqu'à l'ancienne maison d'Amelia fut révélateur. Navajo la regarda rassembler ses quelques affaires. Des vêtements, des livres, la photo de mariage avec George, et une petite poupée en tissu qui avait appartenu à sa mère. Baxter, le cochon en question, accueillit Navajo avec suspicion, grognant et se plaçant entre Amelia et l'étranger. Baxter, comporte-toi bien, dit Amelia. Voici Navago. Il était bien, c'est compliqué, mais il est de notre côté maintenant. Le cochon la regarda comme s'il comprenait parfaitement à quel point les choses étaient compliquées. De retour au ranch, Navajo commença immédiatement l'entraînement d'Amelia. Les premières leçons de tir à l'arc furent un désastre. Visez le centre de la cible, dit Navajo, se tenant derrière elle pour corriger sa posture. Je vise, répondit Amelia, concentrée. Alors pourquoi la flèche a-t-elle fini dans l'arbre derrière la cible? Peut être que l'arbre complotait contre moi. À son troisième essai, elle toucha la cible à peine. Progrès, s'exclama-t-elle. Dans quelques années, je pourrais même atteindre le centre. Les leçons d'équitation se passèrent légèrement mieux. Amelia savait déjà monter, mais Navajo lui apprit à monter plus vite et plus sûrement sur des terrains accidentés. C'est pendant l'une de ces leçons que l'accident comique survint. Navajo montrait comment prendre un virage serré et ne vit pas le seau d'eau au milieu de la cour. Le cheval lévita, mais Navajo, non. Il passa par-dessus la selle et atterrit tête la première dans le seau. Amelia rit si fort qu'elle faillit tomber de son propre cheval. Très gracieux, dit-elle, essayant d'arrêter de rire alors que Navajo se relevait, trempé et avec sa dignité légèrement froissée. Les accidents arrivent, marmonna-t-il, essorant l'eau de ses cheveux. Bien sûr, surtout quand vous ne regardez pas où vous allez. Dois-je suggérer des leçons pour éviter les sauts? Mais ce fut ce soir-là, assis sur le porche sous la lumière de la lune, que la vraie connexion se produisit. Navajo avait été silencieux pendant le dîner, perdu dans ses pensées. « Qu'est-ce qui vous préoccupe » demanda enfin Amelia. Navajo resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. « J'avais une famille autrefois, dit-il enfin. Une femme apache, Sarah, et un fils, Samuel. Il aurait 7 ans maintenant. » Amelia sentit son cœur se serrer. Que s'est-il passé? La fièvre? Elle les a emportés tous les deux le même hiver, il y a 5 ans. Je suis désolé. Depuis, je n'ai pas pu regarder une autre femme. Je ne pouvais même pas envisager de fonder une autre famille. Amelia attendit, sentant qu'il y avait plus. Mais maintenant, le gouvernement me met la pression, disant que si je n'ai pas d'héritiers américains, la terre pourrait être redistribuée. Peu importe combien d'argent j'ai, combien de contrats légaux je signe. Pour eux, je reste juste un Apache, qui ne devrait pas posséder de terres américaines. C'est pourquoi la proposition, dit Amelia, comprenant maintenant. C'est pourquoi la proposition. Je pensais que ce serait simple, pratique. Mais, Navajo la regarda droit dans les yeux. Mais vous n'êtes ni simple ni pratique. Amelia le regarda et dit, j'ai besoin de dormir. Le lendemain, Amelia alla en ville chercher des fournitures pour reconstruire la grange. Navajo avait proposé de l'accompagner, mais elle insista pour y aller seule. J'ai besoin de montrer que je n'ai pas peur, dit-elle. Et puis, c'est en plein jour. Que pourrait-il arriver? Elle découvrit exactement ce qui pouvait arriver sur le chemin du retour, quand 3 hommes masqués surgirent des buissons le long de la route. Donnez le sac, madame, dit l'un d'eux, pointant un couteau sur elle. Ce n'est que de l'argent pour des clous et des planches, répondit Amelia, essayant de garder une voix stable. Nous voulons l'argent, dit un autre. Et que vous restiez loin de l'Apache. Et si je dis non? L'homme au couteau s'approcha. Vous ne direz pas non. C'est alors que les flèches commencèrent à voler. La première atterrit juste devant les pieds du chef. La deuxième fit tomber le couteau de sa main. La troisième était clairement un dernier avertissement.
Partez, la voix de Navajo résonna depuis la colline à proximité. Maintenant. Les 3 hommes regardèrent autour d'eux, essayant de repérer d'où venaient les flèches, et décidèrent rapidement de ne pas tenter leur chance. Ils s'enfuirent. Navajo descendit la colline à cheval, arc toujours en main, d'autres flèches prêtes. « Êtes-vous blessé » demanda-t-il, sautant de son cheval. « Non » dit Amelia, bien que ses jambes tremblaient. « Suis-je revenu en un seul morceau ? Comment saviez-vous où j'étais ? » « Je n'ai jamais cessé de savoir où vous étiez, » dit-il, rangeant l'arc. « Pas depuis hier. » Amelia le regarda, son cœur battant encore fort pas seulement de peur. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle ne voyait pas Navajo comme un étranger qui lui avait fait une offre commerciale, mais comme un homme qui avait tout risqué pour la protéger. « Merci, dit-elle simplement. »« Toujours, » répondit-il. Et à cet instant, sous le soleil de l'Arizona, ils surent tous deux que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose qui n'avait rien à voir avec des contrats ou des arrangements commerciaux. De retour au ranch, Navajo insista pour vérifier si Amelia était blessée. Elle protesta qu'elle allait bien, mais il ne l'écouta pas. « Asseyez-vous, » dit-il, désignant une chaise de cuisine. « Navajo, je vais bien. C'était juste une frayeur. »« Asseyez-vous, » répéta-t-il sur un ton qui n'admettait pas de discussion. Amelia soupira et obéit. Navajo apporta un bol d'eau chaude et des chiffons propres et commença à examiner ses mains et ses bras pour des coupures ou des éraflures. « Vous avez une coupure ici, » dit-il, touchant doucement une petite blessure sur son poignet. « Probablement de quand vous avez reculé face au couteau. »« Juste une éraflure, » dit-elle, l'observant nettoyer soigneusement la plaie. « Vous êtes meilleur que le docteur Andrews en ville. Au moins, vos mains ne tremblent pas, et vous ne sentez pas le whisky. » Navajo ne répondit pas à son commentaire, entièrement concentré sur sa tâche. Ses mains étaient fermes mais étonnamment douces. Amelia se surprit à observer son visage pendant qu'il travaillait les lignes de concentration autour de ses yeux, la façon dont il mordillait légèrement sa lèvre inférieure quand il se concentrait. « C'est fini, » dit-il, terminant le bandage. « Ça ne laissera pas de cicatrice. »« Quel dommage, » plaisanta-t-elle. « J'allais raconter à tout le monde que ça venait d'un combat épique contre des hors-la-loi. »« Vous n'avez pas besoin d'inventer des histoires pour avoir l'air courageuse, » dit-il, rangeant les fournitures. « Ce que vous avez fait aujourd'hui l'a déjà prouvé. » Cette nuit-là, aucun d'eux ne put dormir. Amelia sortit sur le porche et trouva Navajo déjà là, assis sur les marches, regardant les étoiles. « Vous ne dormez pas non plus » demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « Non, je pense à ce qui s'est passé aujourd'hui, entre autres. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, regardant le vaste ciel nocturne de l'Arizona. La lune était presque pleine, projetant une douce lumière argentée sur la terre. « Navajo, » dit enfin Amelia, se tournant vers lui. « Puis-je vous poser une question ? » « Vous pouvez. Pensez-vous toujours que ce n'est qu'un contrat ?» La question resta suspendue entre eux. Navajo se tourna vers elle, et Amelia vit quelque chose changer dans ses yeux, sa garde s'abaissant, la formalité s'estompant. Au lieu de répondre avec des mots, il se pencha lentement. Il lui laissa le temps de reculer, de protester, de lui rappeler leur accord. Mais Amelia ne fit rien de tout cela. Quand les lèvres de Navajo touchèrent les siennes, ce fut comme si quelque chose qui s'était construit pendant des semaines se libérait enfin. Le baiser commença lentement, hésitant, comme s'il testait s'il était bienvenu. Mais quand Amelia ne recula pas, quand ses mains montèrent doucement pour toucher son visage, l'hésitation disparut, le baiser s'approfondit, chargé de toute la tension qu'ils n'avaient pas exprimée, de toute la peur de la journée, et de toute l'attirance qu'ils avaient niée. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux essoufflés. « Amelia » murmura Navajo, son front contre le sien. « Je sais » dit-elle, comprenant ce qu'il ne pouvait pas dire. « Je ne m'y attendais pas non plus. » Il la regarda longuement, comme s'il mémorisait son visage. « Je ne veux pas que ce soit juste un contrat, » admit-il doucement. « Alors, ne le laissez pas l'être, » dit-elle simplement. Plus tard dans la nuit, quand Amelia se réveilla dans la chambre de Navajo avec la lumière matinale filtrant à travers les rideaux, une vague de panique la frappa. Qu'avait-il fait? Comment cela allait-il tout changer entre eux? Navajo dormait à côté d'elle, un bras protecteur autour de sa taille. Elle l'observa un moment, notant à quel point il semblait plus jeune dans son sommeil, plus doux. Doucement, pour ne pas le réveiller, elle se glissa hors du lit et retourna dans sa propre chambre. Dans les jours qui suivirent, tous deux agirent comme si rien ne s'était passé. Navajo redevint formel et distant, ne parlant que de choses pratiques comme la reconstruction de la grange et la sécurité du ranch. Amelia répondit de la même manière, gardant la conversation strictement professionnelle, mais la façon dont ils se regardaient quand ils pensaient que l'autre ne regardait pas racontait une autre histoire. Il y avait une conscience constante de la présence de l'autre, une tension électrique qui emplissait l'air chaque fois qu'ils étaient dans la même pièce. « Vous allez en ville aujourd'hui » demanda Navajo un matin alors qu'ils buvaient leur café dans un silence gêné. « Oui » dit Amelia sans lever les yeux de sa tasse. «
J'ai besoin de plus de fournitures pour la grange. Kalepeuti a dire. Je préférerais y aller moi-même. Après ce qui s'est passé, j'ai besoin de prouver que je ne me cacherai pas, interrompit-elle, le regardant enfin. Et de toute façon, vous me suivrez de loin, n'est-ce pas? Navajo ne le nia pas. Les semaines suivantes s'installèrent dans un rythme étrange. La journée, ils travaillaient côte à côte pour reconstruire le ranch, discutant de stratégie, prétendant n'être que des partenaires commerciaux respectant un accord. La nuit, ils évitaient de se retrouver seuls, Navajo trouvant toujours du travail à faire dans son bureau, Amelia s'occupant dans la cuisine. Mais environ 3 semaines plus tard, Amelia commença à remarquer quelque chose de différent. D'abord, ce fut une fatigue inhabituelle. Elle, qui avait toujours eu beaucoup d'énergie, se retrouvait maintenant épuisée à la fin de la journée. Puis vinrent les nausées matinales, qu'elle attribua d'abord au café fort de Navajo. Mais quand elle réalisa qu'elle avait du retard, tout s'éclaira. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, recomptant les jours sur le calendrier de la cuisine pour la 3e fois. « Ce n'est pas possible, mais ça pourrait l'être, et ça l'est probablement. » 2 jours plus tard, Amelia se rendit discrètement au cabinet du docteur Andrews en ville. Le médecin était vieux et discret, connu pour soigner à la fois les Apaches et les colons sans poser trop de questions. « Eh bien, Madame Harper, » dit le docteur Andrews après l'examen, ajustant ses lunettes avec un sourire chaleureux, « ou devrais-je dire, Madame Stormreader. Félicitations, vous êtes enceinte. Je dirais d'environ 1 mois. » Amelia se figea sur la table d'examen. « Êtes-vous sûre? » »« Absolument. Un bébé en bonne santé, d'après ce que je peux voir. Vous devrez commencer à faire plus attention à votre alimentation et vous reposer beaucoup. » Le trajet de retour au ranch se passa dans un brouillard. Amelia pouvait à peine le réaliser. Un bébé. Elle portait l'enfant de Navajo. Cela n'était pas censé arriver si vite. Leur accord était pratique, calculé. Il n'était pas censé impliquer de vrais sentiments, des nuits passionnées, ou des conséquences qui arrivaient si rapidement. Quand elle rentra, elle trouva Navajo en train de réparer la clôture du pâturage. Il leva les yeux alors qu'elle approchait, et quelque chose dans son expression dut lui dire qu'elle avait des nouvelles. « Amelia, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle s'arrêta à quelques pas de lui, les mains tremblant légèrement. « J'ai quelque chose à vous dire. »« Qu'est-ce que c'est ?» Elle prit une profonde inspiration, cherchant du courage. « Je suis enceinte. » Le marteau glissa de la main de Navajo et heurta le sol avec un bruit sourd. Il la fixa longuement, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. « Enceinte » répéta-t-il lentement. « Oui. » Pendant une brève seconde, Amelia vit quelque chose scintiller dans ses yeux, une vraie joie, être même de l'espoir. Mais presque immédiatement, son expression redevint ce masque formel. « Eh bien, » dit-il, ramassant le marteau. « Cela signifie que je tiendrai ma part de l'accord. C'est tout ce que vous avez à dire? Que puis-je dire d'autre » Amelia eut l'impression qu'on venait de la gifler. Après tout ce qu'ils avaient partagé, ils voyaient toujours cela comme une simple affaire. « Rien, je suppose, » dit-elle, se tournant pour partir. « Amelia. » Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Je prendrai soin de vous. Comme je l'ai promis. »« Je sais que vous le ferez, » dit-elle, la voix plate. « Après tout, c'est dans le contrat. » Et sur ce, elle entra dans la maison, laissant Navajo seul avec ses pensées et la réalisation qu'il avait obtenu exactement ce qu'il voulait, mais qu'il avait être perdu quelque chose de bien plus précieux dans le processus. La nouvelle de la grossesse d'Amelia se répandit à Prescott comme une traînée de poudre. En moins d'une semaine, toute la ville savait que la veuve Harper attendait un enfant avec l'Apache le plus riche de la région. Amelia le découvrit à ses dépens, entendant des conversations s'arrêter brusquement quand elle passait et captant des regards qui la suivaient comme des flèches empoisonnées chaque fois qu'elle sortait en public. « Eh bien, Baxter » dit-elle au cochon, qui trottinait à côté d'elle avec une laisse improvisée lors de leur promenade matinale à travers la propriété, « on dirait qu'on est le sujet de conversation de la ville. Quel honneur !» Baxter grogna en réponse, le nez collé à une pierre avec un intérêt intense. « Tu as raison, acquiesça Amelia. Les pierres sont bien plus intéressantes que les gens de cette ville. » Ce fut le jeudi suivant, lors d'un voyage au marché, qu'Amelia eut sa première confrontation directe avec l'opinion publique. Madame Jenkins, la femme du propriétaire du magasin de quincaillerie, discutait bruyamment avec 2 autres femmes quand Amelia entra. « Oh, elle a tout planifié », disait Madame Jenkins, sans faire aucun effort pour baisser la voix. Une veuve désespérée, un homme riche. Ce n'est pas difficile à comprendre comment ces choses arrivent. « Quelle honte » ayota Madame Wallace. Une femme chrétienne qui se vend comme ça. Amelia s'approcha du comptoir et sourit poliment à Monsieur Larson, l'épicier. « Bonjour, Monsieur Larson. J'ai besoin de farine, de sucre, et être un peu de ce gros sel-là, dit-elle, pointant du doigt. Le genre que les gens utilisent pour éloigner les vieilles commères curieuses. » Les 3 femmes se turent. Monsieur Larson tenta de cacher un sourire. « Bien sûr, Madame Stormreader. Combien en voulez-vous »
Beaucoup, dit Amelia assez fort pour que tout le magasin entende. Apparemment, il y a bien plus de vieilles commères curieuses en ville que je ne le pensais. Madame Jenkins devint rouge. Eh bien, je n'ai jamais vraiment. Amelia se tourna vers elle avec un intérêt exagéré. Donc, vous n'avez jamais rien fait de douteux pour de l'argent? Comme c'est admirable. Ce doit être agréable d'être né riche et de ne jamais avoir à faire de choix difficiles. Je ne suis pas né riche, petite insolente. Oh, mon erreur. Répondit Amelia avec une fausse humilité. Alors, vous comprenez parfaitement ma situation. Bon à savoir que je peux compter sur votre compassion chrétienne. Et sur ce, elle se tourna et s'éloigna, laissant la femme sans voix. De retour au ranch, Amelia trouva Navajo en train de travailler sur la clôture près du pâturage sud. Baxter courut immédiatement vers lui, grognant joyeusement. Le cochon avait décidé que Navajo faisait partie de la famille. Comment était la ville? Demanda Navajo, grattant derrière les oreilles de Baxter. Amusant, dit Amelia en déchargeant les fournitures. J'ai découvert que je suis apparemment à la fois une opportuniste calculatrice et une victime innocente, selon qui parle. Et qu'avez-vous répondu à cela? Je leur ai dit que si tomber enceinte d'un Apache était mon grand plan pour devenir riche, alors ils surestiment sérieusement mes compétences en planification. Je veux dire, il y a des moyens bien plus simples de gagner de l'argent, comme braquer des banques ou vendre des élixirs miracles. Navajo esquissa presque un sourire. Rien ne vous atteint, n'est-ce pas? Bien sûr que si, dit-elle, ramassant Baxter qui commençait à mâcher sa jupe. Baxter, arrête de manger mes vêtements. Je ne suis pas de la nourriture. Il les regarde à Navajo. Mais j'ai appris que si vous laissez les gens voir que vous êtes ébranlés, ils piétinent encore plus fort. Cet après-midi-là, Caleb revint en courant de la grange avec une nouvelle troublante. Patron, il y a 3 hommes en costume à la grille. Ils disent qu'ils sont avocats. Navajo et Amelia échangèrent un regard. Les avocats apportaient rarement de bonnes nouvelles. Les 3 hommes se tenaient devant la maison principale comme des vautours tournant autour d'une carcasse. Le chef, un homme grand et mince avec des lunettes trop petites pour son visage, tenait une mallette en cuir. Monsieur Stormreader, dit-il, je suis Walter Brooks, avocat représentant Monsieur Simon Decker. Nous avons des documents à vous présenter. Navajo croisa les bras. Quel genre de documents? Des documents contestant votre droit légal à cette terre, dit Brooks, ouvrant la mallette. Nous avons des registres montrant qu'une partie de cette propriété appartenait à l'origine à la famille Decker. Des documents falsifiés, répondit Navajo sans même regarder. Ils sont parfaitement légaux, monsieur. Enregistrés et notariés. Amelia s'avance. Et ces registres sont-ils apparus comme par magie après que la nouvelle de ma grossesse s'est répandue en ville? Brooks ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Bien sûr que non, dit Amelia sèchement. Juste une coïncidence, n'est-ce pas? Que M. Decker s'intéresse soudainement à la propriété de la terre maintenant que Navajo est sur le point d'avoir un héritier légal. Les affaires légales et la vie personnelle de M. Stormreader n'ont rien à voir. Oh, bien sûr. Tout comme l'huile et l'eau, la vérité et le mensonge. Navajo posa une main sur l'épaule d'Amelia. Vous pouvez déposer vos documents au tribunal, dit-il aux hommes, mais quittez mes terres maintenant. Après le départ des hommes, Navajo resta silencieux, regardant le chemin par lequel ils étaient partis. Decker devient désespéré, murmura-t-il. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Mauvaise? Les hommes désespérés font des choses dangereuses. Comme en écho, Caleb revint en courant 2 heures plus tard, cette fois avec une nouvelle encore plus alarmante. Patron, j'étais en ville et j'ai entendu quelque chose au salon. Un nouveau type pose des questions sur vous. Quel genre de questions? Vos habitudes, où vous allez, à quelle heure vous quittez la maison. Il s'appelle Salazar, et il n'a pas l'air du type curieux. Amelia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un tueur à gages? À en juger par la façon dont il porte son arme, je dirais oui, madame. Navajo resta silencieux un long moment. Caleb, je veux que vous et les autres hommes montiez la garde toute la nuit. D'écart de 2 heures. Personne ne quitte le ranch seul. Oui, monsieur. Cette nuit-là, Amelia disait bonne nuit à Baxter dans le petit enclos que Navajo lui avait construit quand elle entendit des pas derrière elle. Vous ne dormez pas non plus? Demanda-t-elle sans se retourner. Non. Navajo s'approcha et s'appuya sur la clôture. Baxter grogna joyeusement et trottina vers lui, s'attendant à de l'attention. Au moins, quelqu'un est heureux, dit Amelia, caressant le cochon. Baxter ne s'inquiète pas des tueurs à gages, des poursuites judiciaires ou des commérages de la ville. Ça doit être agréable de vivre comme ça. Ça doit l'être. Pas d'attente, pas de responsabilité, personne qui essaie de vous tuer pour des terres. Ils se turent, regardant Baxter renifler son alimentation à la recherche des meilleurs morceaux. Amelia, dit enfin Navajo. Oui? Je suis désolé pour tout ça. Vous ne méritiez pas d'être entraîné dans ce désordre. Amelia se tourna pour le regarder. Navajo, je me suis jeté dans ce désordre les yeux ouverts. Je savais que ce ne serait pas facile.
Mais vous ne saviez pas que ce serait dangereux. Peut-être pas. Mais maintenant que j'y suis, je ne vais pas fuir au premier signe de danger. Pourquoi? Amelia fit une pause, cherchant les bons mots. Parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de me battre pour quelque chose qui compte vraiment. Même si c'est compliqué, même si c'est dangereux. Naoto la regarda longement. Et le bébé? Le bébé naîtra dans une famille qui n'abandonne pas facilement, dit Amelia, posant doucement une main sur son ventre encore plat, et sur une terre qui nous appartient de droit. Nous, répéta Navajo, comme s'il testait le poids du mot. Nos, confirma-t-elle. Pour le meilleur ou pour le pire. Et alors que Baxter continuait son inspection minutieuse de la nourriture, ils surent tous deux qu'ils avaient franchi une autre ligne, ils n'étaient plus seulement des partenaires commerciaux, ni même des amants occasionnels. Ils étaient une famille, et les familles se protègent mutuellement. Amelia se réveilla au milieu de la nuit au son de Baxter grognant nerveusement dans son enclos et des chiens du ranch aboyant comme si le monde prenait fin. Encore groggy, il lui fallut quelques secondes pour réaliser que ce n'était pas une fausse alerte. Elle sauta du lit et courut à la fenêtre. Dans l'obscurité, elle pouvait voir des silhouettes se déplacer autour de la propriété comme des ombres prenant vie. « Navajo » cria-t-elle, courant dans sa chambre. « Il y a des gens qui entourent le ranch. » Elle trouva Navajo déjà debout, enfilant ses vêtements et vérifiant son fusil. « Combien en avez-vous vu ? » « Je ne sais pas, peut-être 6 ou 7. Ils viennent de tous les côtés. Retournez dans votre chambre et restez loin des fenêtres, ordonna-t-il, chargeant le fusil. Pas question, dit Amelia, croisant les bras. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour regarder par la fenêtre pendant que vous vous battez seule. Amelia. Vous êtes enceinte. C'est trop dangereux. Et vous pensez que rester seule dans une chambre est plus sûr? S'ils entrent, je suis une cible facile. Navajo fit une pause, sachant qu'elle avait raison. Alors, restez près de moi et faites exactement ce que je dis. Marché conclu. Mais d'abord, elle courut à la cuisine et revint en tenant une poêle en fonte. Navajo la fixa avec incrédulité. Une poêle à frire? On ne sait jamais, dit-elle, testant son poids. J'ai utilisé cette beauté pour tuer 3 rats et un coq qui a attaqué Baxter. C'est une arme éprouvée. Amelia, quoi? Vous avez vos flèches. J'ai ma poêle. Chacun ses spécialités. La première détonation brisa la fenêtre du salon. Navajo tira Amelia derrière le canapé et riposta, visant à travers le verre brisé. « Salazar !» cria une voix de l'extérieur. « Nous savons que vous êtes là, dedans. Sortez, et peut-être que nous épargnerons la femme. » Comme c'est poli, murmura Amelia. « J'apprécie toujours un assassin bien élevé. »« Silence !» chuchota Navarro. « Nous n'avons pas toute la nuit, Storm Reader. » cria de nouveau la voix. « Sortez, ou nous entrons. »« Vous devrez entrer, » cria Navajo en retour. Je ne sors même pas pour chercher le journal. Alors commença le véritable échange de tirs. Les balles traversèrent la maison, brisant des vases, déchiquetant les murs, et faisant hurler Baxter de colère à l'extérieur. « Monchochon !» s'exclama Amelia. « Ils vont faire du mal à Baxter. »« Baxter est probablement plus en sécurité que nous en ce moment, » dit Navajo, rechargeant. « Au moins, il a une cachette. » Amelia rampa jusqu'à la boîte de munitions que Navajo avait laissée près de la cheminée. « De quoi avez-vous besoin ? » Des cartouches. Boîte bleue. Elle attrapa une poignée et rampa en arrière sous une autre salve de tir. « Tenez, » dit-elle, lui tendant les munitions. « Livraison express Amelia Harper. Nous livrons des balles directement à votre arme dans des situations de vie ou de mort. Vous vous amusez ?» demanda Navajo, incrédule, tout en rechargeant. « J'ai peur. » admit-elle. Mais faire des blagues m'empêche de m'évanouir de terreur. Un grand bruit à la porte d'entrée leur indiqua que les assaillants essayaient une nouvelle tactique. Ils tentent d'enfoncer la porte, chuchota Amelia. Caleb et les autres devraient arriver de la grange, dit Navajo. Il suffit de tenir un peu plus longtemps. Puis la porte arrière s'ouvrit brutalement avec un fracas. Un homme grand, portant un chapeau noir et une cicatrice sur la moitié du visage, entra, 2 pistolets à la main. Salazar, je présume, dit Amelia, serrant plus fort la poêle. La dame a de bons instincts, dit le tireur avec un sourire cruel. Dommage qu'elle ne vivra pas assez longtemps pour les affiner. Navajo se leva lentement, le fusil pointé sur Salazar. « Laissez-la partir. Votre problème est avec moi. Mon problème, c'est quiconque des cœurs me paye pour tuer, » répondit Salazar, « et il paye un supplément pour la veuve. »« Un supplément » dit Amelia, offensée. « Dois-je me sentir flatté ou insulté ?»« Salazar ricane. Vous avez du cran, madame. Dommage que le cran n'arrête pas les balles. » Ce qui se passa ensuite fut si rapide qu'Amelia ne put s'en souvenir clairement plus tard. Salazar tourna ses pistolets vers elle. Navajo plongea sur le côté, tirant. Amelia, par instinct, lança la poêle de toutes ses forces. La poêle frappa Salazar en plein front au moment exact où la balle de Navajo toucha son épaule. Le tireur vacilla, plus déséquilibré par le choc de la poêle que par la douleur.
Navajo se précipita sur lui, et les deux hommes tombèrent au sol dans une lutte brutale. Salazar était fort, mais Navajo connaissait chaque recoin de cette maison et en profita, poussant l'homme violemment contre la table de la cuisine. « Rends-toi » cria Navajo, parvenant enfin à bloquer son bras autour du cou de Salazar et à le maintenir au sol. « D'accord, dit Salazar, lâchant ses armes. « Vous gagnez. » Amelia ramassa les pistolets et les écarta, tenant toujours les morceaux cassés de sa poêle. « C'était ma poêle préférée, soupira-t-elle. Elle va vraiment me manquer. Je t'en achèterai une autre, promit Navajo, les yeux ne quittant jamais Salazar. Ce ne sera pas la même. Celle-là avait une histoire de combat. Navajo attacha Salazar à une chaise avec des cordes qu'Amelia apporta de la grange. Dehors, les coups de feu avaient cessé. Apparemment, Caleb et les autres ouvriers étaient arrivés juste à temps pour repousser le reste de la bande. Très bien, dit Navajo, s'asseyant face au tireur ligoté. Qui vous a engagé? Vous connaissez déjà la réponse. Je veux vous l'entendre dire. Deka. Sumandaker. Amelia croisa les bras. Et combien vous paye-t-il pour nous tuer? 1000 $ par tête. 1000? Amelia sembla sincèrement offensée. Seulement 1000? Navajo, nos ennemis ne réalisent vraiment pas notre valeur. Combien penses-tu que nous valons? Demanda Navajo, presque souriant. Au moins 5000 chacun. Salazar les regarda comme s'ils étaient fous de débattre des prix tout en le retenant en otage. Vous deux êtes plus bizarres que je ne le pensais. Merci, répondit Amelia. Je prends ça comme un compliment. Navajo se pencha plus près. Comment Decker savait-il que ce serait ce soir? Que voulez-vous dire? Vous êtes venu au moment parfait avec le bon nombre d'hommes, et vous saviez exactement comment encercler la propriété. Quelqu'un vous a donné des informations très détaillées. Salazar hésita, et quelque chose changea dans son expression. Vous avez un traître parmi vous, dit-il enfin. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amelia et Navajo se regardèrent, la même prise de conscience les frappant tous les deux. Qui? Demanda Navajo. Je ne connais pas le nom, mais quelqu'un ici donne des informations à Decker. Quelqu'un qui connaît vos routines, votre emploi du temps, vos plans. Amelia sentit un frisson lui parcourir l'échine. S'il y avait un traître au ranch, cela signifiait qu'il n'était jamais vraiment en sécurité. Chaque mouvement qu'il faisait était surveillé. Chaque plan rapporté. J'ai menti quand j'ai dit que vous aviez gagné, dit Salazar, son sourire sombre. Vous n'avez gagné que cette bataille. La guerre est loin d'être terminée. Navarro serra les points. Et qui est le traître? Ça, dit Salazar, vous devrez le découvrir vous-même. Mais faites attention. Il est plus proche que vous ne le pensez. Amelia regarda par la fenêtre brisée les ouvriers du ranch qui s'approchaient de la maison. Chaque visage familier semblait soudain suspect. Le danger n'était pas passé. Il était devenu plus dangereux, car maintenant l'ennemi avait un visage familier et un accès intime à leur vie. Le lendemain matin, Navajo emmena Salazar en ville, enchaîné, escorté par Caleb et deux autres hommes. Le shérif Wilson, un homme d'âge moyen avec une moustache grisonnante, reçut le prisonnier avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Tueur à gages, expliqua Navajo. Il a admis que Simon Decker l'avait payé pour nous tuer. C'est une accusation grave, Navajo, dit le shérif. Vous avez des preuves? J'ai sa confession et 6 témoins qui ont vu l'attaque sur ma propriété. Très bien, je le garderai ici pendant que nous enquêtons. De retour au ranch, Amelia était déterminée à découvrir comment Decker avait obtenu des informations aussi précises sur leur vie. Quelque chose la taraudait, une suspicion qu'elle ne pouvait pas tout à fait formuler. Navajo, dit-elle, le trouvant en train de réparer les fenêtres cassées, puis-je retourner chez moi? Je veux vérifier des papiers que j'ai laissés là, bah, vous ne devriez pas y aller seul. Je prendrai Baxter pour me protéger, plaisanta-t-elle. Il n'a peut être pas l'air effrayant, mais il fait beaucoup de bruit quand il est nerveux. Navajo hésita, puis hocha la tête. Caleb ira avec vous. Ne prenez pas trop de temps. La petite maison d'Amelia semblait encore plus délabrée après des semaines d'abandon. Elle alla directement au placard où elle gardait ses documents importants, les papiers de mariage, les certificats, et les maudites lettres de change de la banque. « Que cherchez-vous exactement, madame » demanda Caleb, montant la garde à la porte. « Quelque chose qui ne devrait pas être là, » murmura Amelia, feuilletant les papiers. « Quelque chose qui... » Elle s'arrêta. Parmi les documents de la banque, il y avait des papiers qu'elle ne reconnaissait pas, de petites modifications, des chiffres griffonnés, des dates qui ne correspondaient pas à ses souvenirs. « C'est très étrange, » dit-elle, comparant 2 documents côte à côte. « Caleb, savez-vous quelque chose sur les chiffres? » Un peu, madame. Regardez-ça. Elle désigna les lettres de change. Celle-ci dit que ma dette initiale était de 12 000 $, mais celle-là, datée plus tard, dit 15 300 $. Caleb fronça les sourcils. Peut être des intérêts. Non, les intérêts sont indiqués séparément. Quelqu'un a modifié le montant principal. Amelia continua d'examiner les documents,
de plus en plus indigné. Il y avait des ratures négligées, des chiffres écrits par-dessus d'autres, même un changement de la date d'échéance initiale. Ce fils de elle s'arrêta, puis se corrigea. Cet homme honteux. Ils ont falsifié ma dette. Qui ferait ça? Une seule personne avait un accès complet à mes dossiers bancaires, dit Amelia, les yeux brûlants de colère. Monsieur Thompson. Le trajet de retour au ranch fut silencieux, Amelia bouillant de rage. Quand ils arrivèrent, elle trouva Navajo dans le bureau, examinant les comptes du ranch. Navajo, il faut que vous voyiez ça, dit-elle, jetant les papiers sur son bureau. Monsieur Thompson a falsifié ma dette. Navajo parcourut les documents, son expression s'assombrissant à chaque page. C'est une fraude documentaire, un crime fédéral. Et il y a plus. Ajouta Amelia, tirant une chaise. S'il a falsifié mes documents, il a être falsifié d'autres, y compris des informations qu'il a transmises à Decker à votre sujet. Navajo s'adossa à sa chaise, assimilant tout. Thompson a accès aux comptes de tout le monde dans cette région. Il saurait exactement ce que valent nos terres, nos habitudes financières, nos vulnérabilités, et c'est lui qui n'arrêtait pas de me dire que je trouverais un moyen d'obtenir l'argent, dit Amelia, comme s'il savait que je finirais par faire cet accord avec vous. Nous devons l'affronter. Nous le ferons. Mais d'abord, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Quoi? Amelia lui lança un sourire qu'il commençait à reconnaître, celui qui signifiait des ennuis pour quelqu'un d'autre. Je vais m'habiller comme une dame respectable de la société, car je veux que Monsieur Thompson me voie arriver de loin. 1 heure plus tard, Amelia entra dans la banque dans sa plus belle robe, celle que Navajo avait insisté pour lui acheter la semaine précédente, adoptant la posture d'une femme habituée à être traitée avec respect. Navajo marcha à ses côtés, également bien habillé, avec un regard qui ne laissait aucun doute sur son intention. Monsieur Thompson, dit Amelia, s'approchant de son bureau avec un sourire un peu trop doux pour être sincère. J'ai besoin d'éclaircissements sur quelques divergences dans mes documents. Thompson leva les yeux de ses papiers et pâlit visiblement à la vue du couple. Madame Stormreader, Monsieur Stormreader, que puis-je faire pour vous? Amelia étala calmement les papiers sur son bureau. Pouvez-vous expliquer comment ma dette initiale de 12 000 $ est devenue comme par magie 15 300 $? Eh bien, il doit y avoir une erreur. Une erreur? Navajo se pencha sur le bureau. Ou une fraude délibérée? Je ne sais pas de quoi vous parlez, bégaya Thompson, mais ses mains tremblaient en parcourant les papiers. Monsieur Thompson, dit Amelia, sa voix toujours douce mais maintenant teintée d'acier. Je suis être pauvre, mais je ne suis pas stupide. Et je n'ai être pas d'éducation formelle, mais je sais compter. Et, ajouta Navajo, nous avons aussi des documents prouvant que vous avez transmis des informations confidentielles à Simon Decker. Des détails sur nos finances, nos horaires, nos plans. Thompson commence à transpirer. Ce sont des accusations très graves. Oh, elles le sont, dit Amelia joyeusement. Presque aussi graves que falsifier des documents bancaires et conspirer pour voler des terres à des innocents. Je n'ai jamais, Monsieur Thompson. Navajo posa fermement ses mains sur le bureau et se pencha. Vous allez annuler la vente de la dette de ma femme à Decker. Vous allez rétablir le montant initial de 12 000 $. Et vous allez nous dire exactement quelles informations vous lui avez données. Je ne peux pas. La banque a des politiques. La banque a aussi des politiques contre la falsification, fit remarquer Amelia. Et j'imagine que le shérif serait très intéressé par ces documents. Il y eut un long silence. Enfin, Thompson soupira et s'effondra, vaincu. Dekama, offat 5000 $, admit-il. Il a dit que c'était juste pour des informations commerciales générales. 5 000 $, répéta Amelia. Eh bien, maintenant je suis flatté. D'abord 1000 pour ma tête, maintenant 5 000 pour des informations sur moi. Je dois monter en valeur. Que lui avez-vous dit? Demanda Navajo. Vos horaires habituels pour aller en ville, le nombre de travailleurs que vous aviez, la disposition du ranch que vous avez mentionné en demandant le prêt de reconstruction. La disposition qui a rendu l'attaque d'hier soir possible. Thompson sembla rétrécir dans son fauteuil. Je ne savais pas qu'il allait l'utiliser pour ça. Je pensais que c'était juste des affaires. Monsieur Thompson, dit Amelia, se penchant sur le bureau. Soit vous réglez ce désordre maintenant, soit je sors d'ici directement chez le shérif, puis au journal local, et ensuite je m'assurerai que toutes les dames de l'église en ville en entendent parler, et vu que la moitié des clients de cette banque sont des dames de l'église, j'imagine que ce serait très mauvais pour les affaires. D'accord, dit rapidement Thompson. Je vais annuler la vente. Je vais rétablir les montants initiaux. Juste s'il vous plaît, ne mêlez pas les autorités à ça. Nous n'avons pas encore décidé à ce sujet, dit Navajo. Mais c'est un début. 2 heures plus tard, Amelia sortit de la banque avec des documents corrigés et une dette annulée. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vraiment victorieuse. On l'a fait, dit-elle, n'y croyant presque pas. On l'a vraiment fait. Tu l'as fait, corrigea Navajo. C'est ton soupçon qui a tout découvert.
Non, Amelia secoua la tête. On l'a fait ensemble. Ce soir-là, après un dîner paisible sans hors-la-loi ni menace légale à l'horizon, Navajo trouva Amelia assise près du feu, caressant doucement Baxter, qui avait décidé que ses genoux étaient son endroit préféré au monde. « Amelia, dit-il, s'asseyant à côté d'elle. J'ai quelque chose à te demander. » Elle le regarda et remarqua quelque chose de différent dans son expression, quelque chose de plus doux, plus ouvert qu'elle n'était habituée à voir. « Qu'est-ce que c'est ?» Navajo prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à sauter d'une falaise. « Épouse-moi. » Amelia Klingnaes Joe. « Nous sommes mariés, tu te souviens ? Papier signé, accord conclu, bébé en route. » Non, il secoua la tête. « Épouse-moi pour de vrai. Pas pour un accord. Pas par nécessité. Par choix. » Le cœur d'Amelia bondit dans sa poitrine. Elle regarda son visage et, pour la première fois, vit vraiment l'homme derrière toutes les défenses et la formalité. « Navajo, je sais qu'on a commencé tout ça de la mauvaise façon, dit-il, prenant sa main. Je sais que ça a été compliqué et désordonné, mais quelque part en chemin, c'est devenu réel pour moi. Tu es devenu réel pour moi. » Amelia sentit les larmes lui piquer les yeux. « Je pensais que c'était déjà réel, dit-elle, serrant sa main. Ça l'était. Ça l'était, elle sourit à travers les larmes. On attendait juste que nos cœurs rattrapent. Et quand Navajo l'embrassa là, près du feu, avec Baxter grognant son approbation entre eux, Amelia sut qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Ce n'était pas juste le ranch, la sécurité financière, ou même l'amour. C'était la famille, le vrai genre qu'ils avaient construit ensemble contre toute attente. 6 mois plus tard, le ranch Storm Reader était devenu un spectacle à voir. La nouvelle grange ne remplaçait pas seulement l'ancienne. Elle la surpassait à tous égards, plus grande, plus sûre, et équipée d'un système d'irrigation qui rendait les voisins jaloux. Amelia avait insisté pour intégrer des détails traditionnels apaches dans l'architecture moderne, créant un mélange unique de cultures en harmonie. « Regarde cette clôture-là, bah », dit-elle au docteur Andrews, venu pour sa visite mensuelle pour vérifier sa grossesse. Navajo disait que ce motif géométrique était impossible. Il m'a fallu 3 semaines pour lui prouver le contraire. « Et comment vous sentez-vous, ma chère ?» demanda le médecin, rangeant son stéthoscope. « Comme une baleine très heureuse, » répondit Amelia, frottant son ventre rond. Cette petite fille semble avoir hérité de l'entêtement de son père. Elle passe toute la nuit à faire des acrobaties là, dedans. Une fille ? J'en suis sûr. Aucun garçon ne causerait autant de problèmes avant même de naître. Baxter, qui avait considérablement grossi et pesait maintenant près de 50 kilos, était couché à ses pieds comme un chien géant. Le cochon était devenu une légende locale. Les gens de la ville s'arrêtaient parfois juste pour voir le cochon-chien des Storm Riders. C'est par un matin chaud de septembre que les contractions commencèrent. Amelia était dans la cuisine, essayant de convaincre Baxter d'arrêter de voler des carottes dans le panier de légumes. « Baxter, pour l'amour du ciel, » dit-elle, tenant une carotte au-dessus de sa tête. « Tu n'es pas un lapin, et même si tu l'étais, tu es déjà trop gros. » C'est alors que la première contraction la frappa forte, soudaine. Elle dut s'appuyer sur la table de la cuisine. « Nawaho » cria Teige. « Je pense que c'est le moment. » Navajo accourut du salon, vit son expression et paniqua immédiatement. « Qu'est-ce que je fais ? Où allons-nous ? Dois-je aller chercher le médecin ? De l'eau chaude ? Pourquoi disent-ils toujours de l'eau chaude ? Navajo, dit Amelia, respirant profondément à travers une autre contraction, respire. L'un de nous doit rester calme, et clairement, ce ne sera pas moi. L'accouchement dura 8 heures pendant lesquelles Navajo fit les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage. Caleb essaya et échoua à lui tenir compagnie, et Baxter monta la garde à la porte de la chambre, grognant doucement chaque fois qu'Amelia gémissait. Au moins, le cochon est plus calme que toi, observa Caleb. Le cochon n'attend pas son premier-né, rétorqua Navajo. Techniquement, toi non plus, fit remarquer Caleb. C'est Amelia qui accouche. Navajo lui lança un regard qui fit décider à Caleb qu'il valait mieux se taire. Enfin, alors que le soleil commençait à se coucher, un cri fort et indigné résonna depuis la chambre. Le docteur Andrews sortit quelques minutes plus tard avec un large sourire. Félicitations, Navajo. Vous avez une belle et saine petite fille. Une fille, répéta Navajo, comme s'il testait le son du mot. Et Amelia veut vous voir. Navajo entra dans la chambre et trouva Amelia, épuisée mais radieuse, tenant un petit paquet qui semblait contenir la chose la plus précieuse au monde. Viens rencontrer ta fille, dit-elle, souriant. Navajo s'approcha avec hésitation, et baissa les yeux sur le petit visage rouge. Le bébé avait ses yeux légèrement en amande, mais le petit nez retroussé d'Amelia. Elle est commença-t-il, mais sa voix se brisa. Belle, parfaite, future terreur de ce ranch, offrit Amelia. Tout ça à la fois, dit-il, touchant doucement une des petites mains. Comment devrions-nous l'appeler ? Que dirais-tu de Grace ? Suggéra Navajo. Parce que c'est ce que tu m'as donné. Grace. Grace Storm Rider.
testa Amelia. Jaimecha. C'est fort. Dans les semaines qui suivirent, la nouvelle de la fille de Navajo se répandit en ville. Mais cette fois, la réaction fut différente. Le respect que le couple avait gagné à travers leur lutte avait changé l'opinion publique. Avez-vous entendu parler du bébé Stormreader? Racontait Madame Jenkins au marché. J'ai entendu dire qu'elle est absolument adorable, répondit Madame Wallace. Et après tout ce qu'ils ont traversé, ils méritent ce bonheur. Qui aurait pensé que la veuve malchanceuse deviendrait l'une des femmes les plus chanceuses du territoire, nota Madame Bennett. Amelia surprit cette remarque lors d'un voyage en ville, et ne put s'empêcher de rire. Chanceuse? Dit-elle à Monsieur Larson, l'épicier. Monsieur Larson, si survivre à un incendie criminel, à des hommes armés et à un mari qui panique au mot travail et de la chance, alors oui, je suis vraiment béni. 3 mois après la naissance de Grace, Navajo surprit Amelia avec une annonce. Je veux renouveler nos vœux. Dit-il un matin autour d'un café. Renouveler? Nous venons de nous marier il n'y a pas si longtemps. Non, nous avons conclu un accord commercial. Il n'y a pas si longtemps. Je veux un vrai mariage, avec des invités, avec toi dans une robe blanche, et sans contrat impliqué. Amelia le regarda par-dessus sa tasse de café, essayant de ne pas sourire. Navajo Stormreader, es-tu en train de me demander en mariage encore une fois? Oui, même si tu es têtu, opiniâtre, et que tu as un cochon de compagnie qui pèse plus que certains chevaux, surtout à cause de ça. Alors j'accepte, dit-elle, à une condition. Laquelle? Baxter sera notre porteur d'alliance. La cérémonie eut lieu un dimanche de décembre, sous un coucher de soleil qui peignait le ciel de l'Arizona de nuances d'or et de rouge. Le ranch était décoré de fleurs sauvages et de rubans colorés. Les invités vinrent de partout, certains par curiosité, d'autres par affection sincère pour le couple. Amelia portait une robe blanche simple mais élégante et tenait Grace dans ses bras pendant la cérémonie. Navajo se tenait à ses côtés, plus nerveux qu'il ne l'avait été dans n'importe quel combat armé. Navajo Stormreader, dit le père Daniels, prenez-vous Amelia pour épouse, pour l'aimer et la protéger dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et la santé? Oui. Amelia Harper Stormreader, prenez-vous Navajo pour époux, pour l'aimer et le soutenir dans la joie et la peine, dans les bons et les mauvais moments? Oui, dit-elle, regardant droit dans les yeux de Navajo. Et je promets d'essayer de ne pas trop critiquer tes compétences culinaires. Les rires de la foule brisèrent le moment solennel. Et même Navajo sourit. Quand vint le moment des vœux personnels, Navajo prit une profonde inspiration. Amelia, tu ne m'as pas seulement donné une fille, tu m'as donné la grâce. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné une raison de construire quelque chose qui durera des générations. Et toi, répondit-elle, la voix empreinte d'émotion, tu m'as donné un foyer. Pas seulement cette terre, mais un endroit où je me sens chez moi, où je peux être moi-même avec toutes mes bizarreries et mon cochon têtu. Quand le prêtre les déclara mari et femme à nouveau, la célébration qui suivit dura tard dans la nuit. Les enfants couraient entre les tables. La musique emplissait l'air. Et même Baxter participa, portant un nœud papillon qu'Amelia avait insisté pour qu'il porte. Il est mieux habillé que la moitié des invités, dit Navajo, regardant le cochon accueillir les visiteurs avec de petits grognements polis. Baxter a toujours eu de la classe, défendit Amelia. Il n'aimait juste pas le montrer. Plus tard, après le départ des derniers invités et alors que Grace dormait paisiblement dans son berceau, Amelia s'assit sur le porche avec Navajo. La terre s'étendait devant eux, baignée par la lumière de la pleine lune. On l'a fait, dit-elle simplement. Fait quoi? Tout. Le ranch prospère. Nous avons une fille en bonne santé. La ville nous respecte. Même des cœurs abandonnés après que Salazar est allé en prison. Et le plus important, dit Navajo, la serrant contre lui, c'est que nous avons l'un l'autre. Amelia regarda la terre qui était maintenant vraiment la sienne, non pas à cause d'un contrat ou d'un accord, mais à cause de l'amour et du travail acharné. Elle regarda l'homme à ses côtés, qui avait autrefois été un étranger avec une offre impossible et qui était devenu son partenaire en tout. Tu sais, dit-elle, s'appuyant sur son épaule, quand tu m'as fait cette proposition insensée, je pensais que tu étais désespéré. Je l'étais. Et je pensais que c'était la pire idée au monde. Ça l'était. Mais parfois, sourit-elle, les pires idées se révèlent être les meilleures décisions. Et là, sous les étoiles de l'Arizona, avec leur fille endormie à l'intérieur et Baxter ronflant joyeusement dans son enclos, Amelia sut qu'elle avait trouvé exactement ce qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait, une famille, un foyer, et un amour qui avait grandi des circonstances les plus improbables pour devenir la chose la plus vraie, la plus réelle de sa vie.